dizaine d'années, 4 ou 5 avec moi et autant avec Richard. Donc on comprend que pour les personnes qui viennent assister à ces entretiens pour la première fois, il y a probablement une partie de la dialectique qui leur passe par-dessus la tête, vu que Bernard de Montréal crée au fur et à mesure qu'il parle de nouveaux mots qui n'existent ni dans le Petit Robert ni dans le Larousse. Or, cette personne-là me suggérait à Bernard de composer un dictionnaire, le Grand Bernard, avec un petit lexique, le petit paillote. Alors, s'il y a quelqu'un qui se sent une âme de scribe, là, et qui veut s'attacher à ça, je vous assure qu'il y a de la job, il y a du travail. Ce soir, on est là pour parler d'énergie, puisque lors d'une dernière ou une conférence précédente, Bernard avait mentionné que ce qu'il manquait à l'homme d'aujourd'hui, c'était une science de l'énergie. Mais comme c'était à la fin de la conférence, on est resté sur notre faim. Et je demanderai donc ce soir à Bernard de nous expliquer ce qu'est cette science de l'énergie qu'il a évoquée. Et parce que si ça n'est pas parlé, si ça n'est pas expliqué, évidemment, la science de l'énergie, c'est très vague. Donc, pour essayer de comprendre mieux ce qu'il veut nous dire, j'aimerais ça que vous nous parliez de la science de l'énergie, mais en commençant avec des exemples très simples et en montant graduellement. Commençons d'abord peut-être par spécifier de quelle énergie il s'agit, s'il s'agit de la vôtre, ou si elle est universelle. L'énergie, quelque énergie que ce soit, pour que l'énergie soit perçue, ça lui prend un médium. Dans le sens de médiateur. Oui, dans le sens d'un médiateur. Donc, si vous prenez une pièce de métal et que vous la chauffez, Je me brûle les doigts. Elle se réchauffe. Vous avez un médiateur et vous pouvez sentir l'énergie. Autrement dit, il faut que le métal soit amené à une certaine vibration. D'accord. Au niveau de l'homme, c'est la même chose. Chez l'homme, il y a le corps mental, il y a le corps émotionnel, il y a le corps vital. Ce sont des principes subtils qui constituent la réalité humaine. Et plus l'homme se conscientise, plus il développe un corps qui est extrêmement subtil, que j'appelle, pour des raisons de définition, le corps mental supérieur, qui est un autre niveau de conscience. Et lorsque ce corps-là est développé, la conscience de l'homme s'éveille. Et l'homme répond facilement à des courants subtils d'énergie, parce que ce corps-là, ce véhicule-là, est éveillé. Et à partir du moment où ce plan de conscience est éveillé, l'énergie, elle descend dans les principes de l'homme et elle peut être perçue à différents niveaux, jusque dans la matière. Mais il faut, pour que l'homme comprenne le phénomène de l'énergie, de ces énergies subtiles qui font partie des forces de vie dans l'homme, au niveau du mental, il faut que sa conscience soit accrue. Il faut que la conscience de l'ego soit élevée à un niveau transpersonnel. Il faut que la conscience de l'ego soit éveillée à un niveau qui ne fait pas partie de ses sens naturels, qui fait partie de ses sens subtils. Et à ce moment-là, l'homme commence à prendre conscience de ce mouvement d'énergie. Il peut sentir dans ses corps cette énergie. Donc, à ce moment-là, le mot « science de l'énergie » devient beaucoup plus objectif, beaucoup plus concret, beaucoup plus réalisable. Bon, on voit donc dans un premier temps qu'il s'agit ici d'un élargissement de la conscience, une expansion de la conscience, mais de la conscience de quoi? De la source de sa conscience. C'est la source de sa conscience. Bon, je vous donne un exemple, là. L'homme doit prendre conscience, mais de quoi? De ces niveaux-là d'invisibilité? Bon, je donne un exemple simple. Si moi je me lève et je m'enfarge, ou je me cogne, je me frappe, Vous sacrez. ça me fâche.
Pourquoi? Parce que je me fais niaiser. Et si je vais intérieurement et je communique avec le plan mental, on va rire. On va dire, ah, on t'a eu, hein? Tu t'es fâché? Je donne un exemple, là. Ce pas des choses qui m'arrivent maintenant, mais ce sont des choses qui me sont arrivées. Et ça sert à quoi? Ça sert à rendre l'ego conscient de la source. Donc, lorsque l'homme se conscientisera, il prendra conscience de cette source, de cet autre plan, et naturellement, il développera une sorte d'agressivité par rapport à ce plan qui le niaise. Mais pourquoi le plan le niaise? Pour le rendre conscient d'un autre niveau de réalité. Si tout va bien, tu t'en fâches pas, tout va bien, tu perds pas ta job, tu perds pas ta femme, la vie est sur roulette, tu ne prends pas conscience de ce plan. Mais quand tu t'en fâches, tu perds ta femme, tu perds ta job, et tu connais les lois de ces plans, éventuellement, l'homme développe une sorte d'agressivité par rapport à ces plans, donc il développe une sorte de volonté par rapport à ces plans. Donc la conscience est en léthargie. La conscience est en léthargie. Et eux autres nous donnent des coups de pied occultes pour nous réveiller. Voilà, exactement. Et ça, c'est très, très... Les gens qui me connaissent et qui sont venus dans mes séminaires depuis des années connaissent ça, savent reconnaître ça. Et c'est à partir de cette compréhension, de cette réalisation, que l'homme prend conscience. Et avec le temps, il intègre cette énergie, il intègre. Et finalement, il ne vit plus cette agressivité face à cette source. Il s'unifie à elle s'unifie à lui, ils deviennent un. Et c'est ça de la conscience. Donc, dans ce processus-là, il est évident que l'homme prend conscience de l'énergie subtile qui se meut dans ses principes à travers ses centres. Il développe une clairvoyance, il développe une clairaudience, il développe toutes sortes de choses qui font partie des attributs naturels de l'homme, mais attributs qui ont été, au cours de l'évolution, gardés en suspension chez l'homme en général, ou qui ont été maintenus dans une sorte de demi-éveil chez les sensitifs et les gens qui ont une certaine conscience interne de ce mouvement d'énergie. Mais plus l'homme se conscientise, plus il devient mental. Donc, plus il devient mental, plus il est capable d'utiliser ces mouvements d'énergie à sa faveur. C'est ça l'intégration. Autrement dit, l'homme conscient qui se fait niaiser, qui se fait manipuler, éventuellement se révolte, et l'homme développe une volonté nouvelle, une volonté très grande, très puissante, qui est proportionnelle au développement de son intelligence, de ce qui se produit. Donc, il en arrive éventuellement à intégrer cette énergie-là, et c'est ça le phénomène de la fusion. Il faut comprendre que l'évolution de la conscience humaine, l'évolution de la science de cette conscience et l'intégration mentale de l'homme, c'est un phénomène nouveau sur la Terre. Donc, l'homme qui commence à se conscientiser a tendance à se prendre un peu au sérieux. Et ce contact avec l'énergie, surtout s'il est télépathique, l'amène éventuellement à ne plus se prendre au sérieux. Donc, il y a un phénomène où l'ego passe d'un niveau d'égocentricité à un niveau de grande centricité. Et dans ce passage, l'homme passe de la personnalité à la personne. Donc, tout ceci fait partie de la conscience de l'énergie. Le plan mental, dans sa capacité de faire vibrer l'énergie créative, cosmique, de la conscience universelle,
manifeste chez l'homme une pensée qui est neuve, une pensée qui est transpersonnelle, une pensée qui est transparente, une pensée où l'on ne sent pas l'égocentricité de l'homme, une pensée qui est totalement libre, créative et qui fait partie du mouvement naturel de cette énergie à travers le plan mental. Mais cette énergie ne peut pas s'actualiser sur le plan mental inférieur de l'intellect. L'intellect a un taux vibratoire. Souvent, les gens vont dire « Ah, je suis allé à votre conférence, mais je ne comprends pas votre conférence. » Et je dis souvent « Je ne parle pas à l'intellect. Ma vibration, la vibration de ma parole n'est pas pour l'intellect. Elle est pour l'autre partie de l'homme qui sommeille, mais qui est là. » Et je dis, si vous venez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous verrez que ça devient de plus en plus facile de me comprendre. Et les gens qui me connaissent depuis des années me comprennent très très facilement parce que le corps mental a été graduellement ajusté à un taux vibratoire autre que celui qui faisait partie de leur évolution. Il y a des gens que je connais, des gens très simples, qui n'ont pas nécessairement de grande formation, et qui me saisissent, comme il y a des gens qui ont une grande formation, mais qui ne laissent pas la formation interférer avec leur intelligence naturelle. Le problème avec la formation, c'est qu'elle interfère, elle est basée sur du mémoriel, elle est basée sur du matériel qui est mort. Donc ceci interfère avec les mouvements subtils de l'esprit. Mais une fois que l'homme est ajusté dans le mental, qu'il a pris conscience de cette énergie créative, il est très facile pour lui de comprendre n'importe quoi concernant la nature des plans, des royaumes, matériel, minéral, plantaire, animal, homme, ou au cours de l'évolution future, le surhomme, l'homme qui sera au-delà des conditions planétaires de la conscience expérimentale. Donc, je suis obligé de dire à ces gens, si vous venez à des conférences, il est évident que je ne parle pas à l'intellect. Je travaille non pas contre l'intellect, mais au-dessus de l'intellect, au-delà de l'intellect. Donc, si vous venez dans mes conférences pour me comprendre, vous ne me comprendrez pas. Je ne cherche pas à être compris, je cherche simplement à être perçu, pour être plus tard compris. Demain, on pourra me comprendre. Pourquoi? Parce qu'on se comprendra soi-même. Si on se comprend, on me comprend. Si on ne se comprend pas, on ne me comprend pas. Mais on peut me percevoir, parce que j'explique d'une façon extrêmement simple, extrêmement précise, ce que j'ai à dire. Donc, c'est tout un phénomène d'énergie auquel on s'ajuste, auquel on s'habitue avec le temps. Ça fait partie du passage de l'ego, du stage de la personnalité à la personne. Ça fait partie de l'ajustement du corps mental. Ça fait partie du mouvement de l'homme, de sa mémoire, à son absence de mémoire. L'homme est capable de vivre au niveau du mental sans mémoire, ou avec une mémoire extrêmement rudimentaire. Alors que l'homme inconscient, l'homme évolutif, l'homme intellect, vit au niveau du mental inférieur, donc il vit au niveau d'une psychologie qui cherche constamment à saisir la valeur de la forme, alors que l'homme conscient ne vit pas au niveau d'une psychologie qui cherche à mettre la main sur la valeur de la forme. Il vit au niveau d'un psychisme qui saisit l'énergie derrière la forme. Mais pour pouvoir saisir l'énergie derrière la forme, rapidement, instantanément, autrement dit, pour comprendre un homme dans l'instantané, il faut avoir plus d'esprit que d'âme. Autrement dit, il faut avoir plus d'esprit que de mémoire. Donc, il faut avoir plus de lumière que de ténèbres. Donc, il faut avoir plus de réalité que d'irréalité. Et au fur et à mesure où l'homme avance, ceci se fait graduellement, dans la mesure où il comprend les lois de son mental, les lois de l'ego, les lois de l'esprit, les lois de l'âme, les lois de la pensée, et les lois de tout. Bon, pour résumer, donc, il s'agit d'être conscient de, on va dire, entre guillemets, ce moi cosmique. On ne peut pas être conscient de ce moi cosmique. Ce moi cosmique se révèle à la conscience de l'homme au fur et à mesure où l'homme se déconscientise égoïquement pour se conscientiser créativement. Ce qui bloque l'homme de sa conscience universelle, ce qui bloque l'homme de sa source, ce qui bloque l'homme de sa télépathie avec la source, c'est l'intellect qui a un taux vibratoire trop bas pour sa propre lumière. Mais une fois que l'homme a appris les lois de ses illusions mentales, les lois d'illusion de son ego qui pense, une fois que l'homme est entré un peu dans le mystère de sa réalité, à ce moment-là, le contact se fait avec lui et sa source, soit au niveau du plexus solaire ou au niveau de la pinéale, mais ça se fait
sans que l'homme ait d'efforts à faire. Ça fait partie de sa nature. Il y a des hommes qui vivent ce contact au niveau du plexus. Il y a des hommes qui le vivent au niveau du mental. Moi, je ne le vis pas au niveau du plexus, mais je le vis au niveau du mental. Mais c'est la même chose, que l'énergie se place au niveau du plexus ou qu'elle se place au niveau du mental, du moment qu'elle se place. Mais chez l'homme inconscient, elle a de la difficulté à se placer parce que l'égocentricité de l'homme viole les lois d'énergie constamment. Parce que l'homme utilise constamment la mémoire pour réfléchir, alors que l'homme devrait utiliser la mémoire simplement pour canaliser une forme pensée. Donc, dans la manifestation de cette énergie à travers l'homme, qui se traduit donc, comme vous avez cité dans votre exemple, par des tours quasiment qui lui sont joués pour le réveiller, il y a là toute une dimension que l'homme a appelée le hasard, le mauvais sort, le destin, etc. Et vous dites qu'il y a une intention derrière ça, que ce n'est pas des lois de hasard qui dirigent l'homme, mais que c'est intentionnel. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est de l'ignorance flagrante. Il y a des lois d'énergie qui sous-tendent l'organisation cosmique à tous les niveaux. S'il y avait du hasard dans l'univers, ce serait la catastrophe. Donc, s'il y a une orientation continuelle de l'homme dans sa démarche, où se situe son libre arbitre? Le libre arbitre, c'est une illusion psychologique de l'ego qui a besoin du libre arbitre pour avoir l'impression d'être libre. Est-ce que vous faites une différence entre le libre arbitre et le libre choix? L'homme est libre lorsqu'il est conscient. Lorsqu'il est inconscient, il a un libre arbitre. Donc, avoir un libre arbitre, c'est une illusion de l'ego. Pour un homme conscient n'est pas intéressé à avoir un libre arbitre. Il est intéressé à être libre. Il y a une très grande différence entre les deux. Mais libre de quoi? Libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il voit, ce qu'il comprend, ce qu'il sait. Je vous donne un exemple. Moi, admettons que je suis un homme inconscient, je fais partie de l'involution, j'ai un libre arbitre. Je m'en vais sur la rue Sainte-Catherine, je marche en dessous d'un édifice et une brique me tombe sur la tête. Je meurs. Ou je deviens catatonique. Du libre arbitre comme ça, moi je m'en passe très bien. Bon, je m'en passe très bien. Ouais. Alors qu'un homme qui est conscient, qui s'en va sur la rue Sainte-Catherine, il est comme un félin de l'énergie. Il est tellement conscient de l'énergie que, aussitôt que l'énergie le pousse à marcher près du rebord du trottoir, il va se déplacer. Il n'a pas l'intellect, l'égocentricité, la raison qui va dire, mais qui va empêcher ce mouvement-là. Donc, il n'est pas absorbé par... il n'est pas conditionné par l'ego, donc il va voir la roche tomber à côté de lui, il va être content, il va continuer son chemin. Tandis que l'homme rationnel, l'homme inconscient, l'homme qui se fie simplement à ses sens matériels, il ne pourra pas sentir la vibration qui le pousse à marcher sur le bord du trottoir. Il va marcher directement en dessous de la brique. Donc, ça fait partie de l'expérience de l'âme. Donc, l'homme qui est conscient ne vit pas de l'expérience de l'âme. Il n'est pas manipulé par l'âme. Il vit par rapport à l'esprit, son esprit, sa source, sa nature universelle. Alors que l'homme inconscient vit par rapport à l'âme. Et l'âme, l'âme, c'est une pute. L'âme, elle va prendre n'importe quelle et toutes les expériences possibles et imaginables pour évoluer. Et qui est-ce qui paye le prix? Le pauvre ego. Nous, les hommes, nous payons constamment le prix que cette âme nous fait payer. C'est de la vacherie de l'âme. De l'âme, c'est de la mémoire consciente et inconsciente. C'est la mémoire que nous avons de la vie à partir du moment où nous naissons jusqu'à aujourd'hui, plus toute la mémoire subconsciente de nos incarnations antérieures. Donc, de l'âme, c'est de la mémoire. Et l'homme, que la mémoire de l'âme ou que l'âme soit nécessaire pour l'homme, qu'elle fasse partie de la réalité de l'homme, soit. Mais l'âme doit être dépolluée. L'âme, il existe autour de l'âme, un voyant peut voir ceci, il existe autour de l'âme un nuage d'énergie que j'appelle le périsprit, qui est une forme d'énergie inférieure qui est accumulée et qui s'accumule constamment au cours des incarnations. Cette énergie, un jour, il faut qu'elle soit totalement éclatée pour qu'il ne reste que le noyau. Le noyau étant la partie centrale de la conscience de l'homme qui, connecté à la lumière, l'esprit, crée ce que nous appelons un homme réel. Mais l'homme ne fonctionne pas comme ça. L'énergie de l'homme ne peut pas passer à travers ce noyau, ce nuage.
Donc l'âme constamment influe sur le comportement égoïque. Et nous avons des hommes sur la terre, de toutes les races, toutes les nations, qui vivent constamment des expériences et des expériences et des expériences. Nous naissons sur la terre et nous mourons sur la terre après avoir vécu une somme inimaginable d'expériences. Et les hommes ont pris pour acquis que la vie sur la terre, c'est de l'expérience. Alors que la vie sur la terre ne doit pas être de l'expérience, elle doit être simplement de la créativité perpétuelle et continue. C'est de la conscience qui permet ceci. Mais l'homme, lui, à cause de son inconscience, vit de l'expérience, donc il est assujetti constamment au mouvement de l'âme. Je vois des gens dans mon expérience qui disent « Ah, j'ai fait ceci, il m'est arrivé cela ». C'est inouï ce qui arrive aux gens. C'est inouï. C'est un cirque, la vie. C'est un cirque. Ce qu'on appelle l'existence. C'est abrutissant, la façon dont les gens vivent. C'est de l'âme qui s'impose par impression sur l'ego. Et le pauvre, lui, qui est un mort vivant, subit constamment ses pulsions et ses pulsions. Alors imaginez-vous l'homme qui commence à s'intéresser à des sciences occultes. Imaginez-vous si ça vibre là-dedans. Et l'âme, elle, qui est sensible, les centres qui s'ouvrent, et d'autres âmes, autrement dit, d'autres entités qui ne sont plus dans un corps matériel, mais qui sont sur les plans astraux, qui se connectent à l'homme, à l'âme de l'homme, ce que l'homme peut vivre de souffrance et de stupidité et de mensonges et des conneries occultes, c'est absolument abominable. Est-ce que ces choses-là peuvent commencer avec des moyens qui ne semblent pas dangereux, mais qui peuvent l'être, comme, je sais pas moi, la manipulation du tarot, des planchettes Ouija, choses de même? Si vous faites du tarot, si vous faites des planchettes, toutes ces choses qui ne sont que des façons de faire vibrer vos corps subtils, et que vous n'avez pas suffisamment d'identité, évidemment, ces choses vont devenir des outils, des canaux pour l'entrée de ces forces dans vos centres d'énergie. Le Ouija board, je considère le Ouija l'arme, l'outil le plus dangereux utilisé par les forces astrales contre l'homme, parce que ça fonctionne. Les hommes disent, ah, ça fonctionne. Évidemment, ça fonctionne. Si ça fonctionnait pas, ça serait pas là. Ça fonctionne et c'est pour ça que c'est dangereux, parce que ça fonctionne. Et les gens pensent que parce que ça fonctionne, que c'est bon, que c'est réel. Et c'est justement parce que ça fonctionne que c'est dangereux. Un homme qui est conscient, qui a une identité, qui n'est plus manipulable au niveau des forces astrales, ne vit plus le danger relié au Ouija ou au tarot. Je connais des gens qui enseignent le tarot. Ils l'enseignent d'une façon intelligente, créative. Donc, ça devient un support pour forcer l'énergie à descendre dans la matière au lieu que l'énergie reste ou demeure dans le mental, ce qui fatiguerait la personne médiumnique. Mais si on n'a pas de maturité et qu'on commence à jouer avec ces choses, à ce moment-là, ça devient dangereux. C'est pour ça que j'ai toujours dit depuis des années qu'au fur et à mesure où j'avance dans mon travail, je n'ai pas de choix que de m'amener petit à petit à confronter ma conscience à l'occultisme ou à l'ésotérisme qui existe dans le monde. Je suis obligé de défaire ou de réajuster ce qui a fait partie de la conscience évolutive de l'homme, parce que l'homme ne sait pas comment ces choses fonctionnent. Je n'ai pas d'objection à l'occultisme. Je suis un occultiste. Je n'ai pas d'objection à ce que l'homme travaille ou entre en contact avec ou étudie les choses qui font partie de l'invisible. L'invisible est beaucoup plus intéressant que le matériel, dans un sens, parce qu'il est fondamental à la réalité matérielle. Mais d'un autre côté, je suis obligé, de par ma nature, de par ma conscience, de ce que je sais des lois de l'invisible, de protéger l'homme contre une entrée dans ces domaines, dans un temps de vie où il est exposé à être mis en danger, parce qu'il est trop naïf, parce que ça fait partie d'une mode, parce que c'est intéressant, parce qu'il est attiré intérieurement à ces choses. Ça prend beaucoup... Bon, prenez l'expérience de Rudolf Steiner, un homme que je respecte énormément, qui est mort aujourd'hui, que je considère probablement un des plus grands hommes du XXe siècle,
C'était un médium, c'était un grand voyant, c'était l'ennemi numéro 1 de Hitler, tant qu'il voyait ce bonhomme. Mais, à un certain moment de sa vie, il a réalisé que les plans, l'entrée dans les plans, surtout l'entrée à travers le corps astral dans les plans, n'était pas suffisante pour lui donner un accès objectif à la réalité. Donc, pendant des années, il s'est retenu de faire des études occultes de l'invisible. Et lorsqu'il est revenu des années plus tard, il a fait des œuvres, il a écrit des œuvres réellement fondamentales en ce qui concerne les plans, bien que ces œuvres étaient extrêmement fondées sur une sorte de dialectique spirituelle. Mais pour un homme qui a une certaine voyance et qui peut aller au-delà de la forme, cet homme a réellement pénétré les mystères de la vie occulte, de l'humanité et des hiérarchies. Mais ceci demandait une grande maturité. Et ce qui se produit dans la province de Québec aujourd'hui, et dans un sens c'est bon, et dans un sens c'est un grand danger, c'est qu'il y a trop de gens, trop de groupes, trop de sectes, trop d'individus qui se lancent dans l'étude ou l'intérêt des sciences occultes et qui n'ont pas la maturité suffisante pour maintenir l'équilibre entre le mental et le corps émotionnel, de sorte que beaucoup de ces gens entrent dans ces circuits, et une fois que vous entrez dans ces circuits, vous n'en sortez plus. Vous n'en sortez plus parce que c'est trop intéressant. Vous n'en sortez plus parce que vous apprenez des choses qui ne sont pas enseignées dans les sciences exotériques. Donc, automatiquement, l'ego est fasciné, l'âme vibre. Si l'homme est moindrement médiumnique, si l'homme est moindrement paranormal, si l'homme est moindrement débalancé, il vibre facilement à des courants d'énergie qu'il ne peut pas identifier, mais qui sont là, qui vont lui parler, qui vont chuchoter. Il y a des gens qui entendent des voix, et ces voix vont leur parler, et ces voix vont leur faire apprendre, croire n'importe quoi. Et l'homme nouveau doit en arriver à comprendre que la distance entre le plan mental inférieur et le plan mental supérieur est couverte par une zone que j'appelle le plan astral. Et dans cette zone, il y a des entités, autrement dit des morts, qui ne sont plus dans le corps matériel. Des morts qui ont un travail à différents niveaux. Et ces entités sont coupées de leur propre lumière. Donc, elles se servent de la lumière de l'homme. Et elles feront tout pour créer dans l'homme une illusion quelconque afin de le faire souffrir, afin de le débalancer psychiquement, afin de l'amener à une forme de dépression, afin de l'amener à une forme éventuelle probable d'aliénation. N'oubliez pas une chose, et je vais le dire dans le prochain livre que j'écris, l'aliénation mentale est le produit de l'activité souterraine des entités astrales. Un jour, les psychiatres, les psychologues reconnaîtront ceci. Donc, à partir du moment où l'homme ouvre ses sens à une science absolument merveilleuse, il doit se protéger constamment contre la manipulation psychique de son ego par des forces dont il ne connaît pas encore la nature. Une fois que l'homme a suffisamment de maturité, que l'homme a appris un principe que j'ai donné depuis quelques années, celui de ne jamais croire, c'est très difficile pour un être humain qui est rationnel. C'est très difficile pour un être humain qui a été, qui a vécu pendant des années ou des générations dans la foi, où on lui demande de croire, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ne pas croire. Croire, quand on est protégé par une religion, croire en Dieu, croire à la Sainte Vierge, croire à Saint Joseph, c'est bon pour la morale. Mais lorsque l'homme entre dans les sciences occultes, et que l'homme continue et se permet de croire des communications intérieures, qui souvent vont se personnifier sous le nom de Dieu, la Vierge, Saint Joseph, whatever. À ce moment-là, l'homme entre dans un très grand danger pour sa vie mentale. Et l'homme doit comprendre ceci. Moi, je n'ai pas d'autre chose que parler, je parle. J'ai une très grande expérience occulte, je suis un initié, je donne une instruction à l'échelle mondiale, et ce que j'explique, je l'explique d'une façon assez simple pour que l'homme en arrive finalement à comprendre que la seule règle de mesure pour lui, c'est l'équilibre entre son intelligence et son ego dans la matière. Entiché, si l'homme est le moindrement manipulé, si l'homme est moins intelligent lorsqu'il entre dans une conscience occultée qu'il était lorsqu'il était dans une conscience rationnelle,
il perd son temps. Il est inutile pour nous d'avancer dans des domaines plus subtils et perdre notre raison. Si nous avançons dans des domaines plus subtils de la vie, de la conscience, de l'ego, de l'âme, de l'esprit, et que nous grandissons en intelligence, que nous grandissons en maturité, et que nous pouvons prendre ce que nous avons appris au cours de l'évolution du corps mental inférieur, et que nous pouvons ajouter à ceci une plus grande science, tant mieux. Mais si nous, la société, ou nous dans la société, nous avons appris quelque chose, si les hommes, l'histoire, l'ancienneté nous a donné quelque chose, et que nous entrons dans une expérience de vie occulte, et que nous perdons ceci, à ce moment-là, nous sommes perdants, et nous sommes de plus en plus assiégés ou assiégeables par des forces qui deviendront de plus en plus puissantes. Les hommes ou les femmes qui doutent de la possession, les gens qui doutent de la possession, je vous assure que la possession du mental humain existe sur la Terre à un niveau de conscience et à un niveau inconscient, absolument. Il y a des hommes sur la Terre qui sont inconscients, qui sont manipulés et possédés par des forces astrales, et ils n'en ont aucune conscience. De la même façon qu'il y a des hommes sur la Terre qui sont possédés par des forces astrales, ils en ont conscience et ils en souffrent énormément. Et je suis obligé, pendant des années et des années, à l'aide d'amis ou à l'aide de mon épouse qui m'aide beaucoup dans ce domaine, de récupérer ces gens, de les récupérer. Et je suis fatigué de récupérer des gens qui sont possédés par des forces astrales parce qu'ils sont naïfs et parce qu'ils se sont donnés l'impression que le réel ou ce qu'ils vivent est la finalité de ce qu'ils connaîtront demain. Je vous assure que l'entrée dans la conscience occulte ou la conscience cosmique ou la conscience universelle, appelez ça comme vous voudrez, je me fous des mots. L'entrée dans une conscience transpersonnelle qui dépasse les catégories existentielles de l'ego psychologique, c'est une aventure qui ne finit plus lorsque c'est commencé et que c'est une aventure qui peut finir mal si l'homme se laisse pousser dans des expériences de vie, soit par des gens, des individus, des sectes, des groupes qui eux-mêmes sont prisonniers d'une énergie ou d'une force dont ils ne connaissent pas la réalité dans sa qualité absolue. Je ne blâme pas les sectes ou les organisations ou les groupes paraspirituels qui œuvrent dans le monde. Au contraire, ces groupes ont une certaine action définitive, ils ont une certaine action qu'ils engendrent, ils font quelque chose. Mais je sais, de ma propre expérience, que les hommes, un jour, seront obligés de se libérer de tous ces groupes, de toutes ces sectes, afin d'entrer dans leur propre individualité, afin de comprendre par eux-mêmes ce qui se passe au-delà des mondes de la psychologie personnelle, pour entrer finalement dans leur grande psychologie transpersonnelle qui fait partie de la fusion de l'ego, de l'esprit, de l'âme. Ceci sera le mouvement marquant de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Mais en attendant, nous devons comprendre que des principes qui sont établis par des initiés sur le globe ne peuvent pas être mis de côté. Et le plus grand principe que l'homme qui entre en contact avec l'aspect occulte de la conscience en évolution, c'est celui qui dicte, qui dit à l'homme qu'il ne doit pas croire. On me demande souvent, mais oui, mais comment on peut vous entendre parler et ne pas croire? Vous n'avez pas besoin de me croire pour m'entendre parler. Je dis des choses qui semblent intelligentes, je dis des choses qui ont de la continuité, je dis des choses qui, depuis des années, s'enchaînent avec d'autres choses. Un homme qui est moindrement sensible va avoir une continuité dans ce que je dis, et si, avec les années, il en arrive à sensibiliser ses propres centres, il va finalement lui-même aussi en arriver à comprendre les choses que je dis. Il va en arriver éventuellement à savoir que ces choses sont universelles, elles font autant partie de ma conscience à moi que de la conscience des hommes. Donc, moi, je suis simplement un prototype, je suis simplement un modèle d'évolution, mais tous les hommes représentent la même qualité d'énergie de conscience en évolution. Donc, l'homme n'a pas à me croire. Un homme qui me croit, il est foutu. Pourquoi il est foutu? Parce que j'ai une capacité infinie de jouer avec la forme, et je ferai tout pour l'amener à ne pas croire, parce que je sais que l'homme demain, l'homme de l'évolution, ne croira pas. L'homme de l'évolution a cru parce qu'il devait croire. Il devait croire parce qu'il avait de l'émotion dans le mental. C'était bon qu'il croie parce qu'il y avait des canons qui lui permettaient d'assujettir sa conscience fatiguée, limitée, à une sensibilité émotive, spirituelle et poétique, théologique, philosophique, qui était
sanctionné par l'expérience grandiose d'une humanité en évolution. Mais à partir du moment où l'homme passe de l'évolution à l'évolution, il ne peut plus se permettre de croire. Croire devient une insulte à son intelligence. Il saura. Un homme qui est conscient sait. Il n'a pas besoin de croire. Moi, je ne crois pas ce que je sais ce que je sais. Je n'ai pas à croire. Donc, à partir du moment où les gens qui se conscientisent entrent lentement dans l'aspect occulte de leur conscience, s'ils se donnent le privilège de ne pas croire ces communications intérieures qu'ils vivent, ils pourront avancer dans une conscience de plus en plus rapidement, ils pourront intégrer leur énergie plus rapidement et souffriront moins. Mais s'ils ont le malheur de croire, parce que la communication satisfait toujours l'ego, à ce moment-là, ils sont finis. Et ils vivront différentes formes d'aliénation, des aliénations qui les amèneront à la dépression et même au suicide. Et ceci fera partie de l'expérience occulte de l'homme stupide. Bon, mais ces énergies-là, négatives, qui se connectent par contact avec l'homme telles des ventouses ou des sangsues, c'est quoi leur objectif final? Est-ce que c'est la possession du cerveau de l'homme, ce qui voudrait dire qu'ils n'en ont pas, eux, que leur évolution est arrêtée parce qu'ils n'ont pas cet outil-là indispensable? Ou est-ce que ce n'est pas la possession ou la possession de ce que vous appelez l'âme, mais dans le sens de principe animique, c'est-à-dire vital, qui est le souffle de la vie? Écoutez, dans le monde de la mort, les morts, d'abord, ça n'existe pas la mort. La mort, c'est un concept humain qui décrit le mouvement de l'âme après l'expérience physique corporelle. Donc l'homme a un terme, il appelle ça la mort. Mais dans le fond, la mort, ça n'existe pas. Lorsque l'âme se détache du corps humain, elle va sur son plan. Son plan, c'est ce que nous appelons le monde de la mort. Moi, je l'appelle le plan astral. Sur ce plan, les âmes, les mémoires, les personnalités continuent à évoluer, mais elles n'ont pas accès à leur lumière. Ce que l'homme ne comprend pas, c'est que les morts sont connectés à leur esprit seulement lorsqu'ils sont dans la matière. Pourquoi? Parce que l'esprit est une énergie septuple. Autrement dit, l'esprit, c'est une énergie cosmique qui, pour devenir créative, doit utiliser 7 plans de vie. L'esprit ne peut pas utiliser simplement un plan de vie. L'esprit utilise tous les plans de vie. Donc, pour que l'esprit soit créativement utile dans le cosmos, dans l'univers, il faut qu'il soit connecté à tous les plans de vie possibles. Ils sont 7, ces plans. Et le dernier, c'est le plan matériel. Donc, l'âme n'a accès à l'esprit. L'âme n'a accès à la lumière. L'homme n'a accès à la lumière que lorsque l'âme est dans le corps matériel. Donc, les morts sont foutus. Les morts sont obligés, pour avoir accès à un peu de lumière, ils sont obligés de travailler à travers l'homme, de vivre l'homme. Les morts sont des vampires naturels avec des bonnes ou des mauvaises intentions. Les morts qui vivent sur des plans très très évolués. Moi, je visite les plans de la mort. Je suis allé sur les plans subtils, spirituels de la mort. Et c'est du mensonge absolument grossier pour un initié, mais c'est une spiritualité abondante pour un homme qui n'est pas conscient. Autrement dit, sur les plans élevés de l'astral, les êtres qui sont là veulent maintenir leur pouvoir sur l'humanité à travers différentes formes de spiritualité. Ça fait partie de leur travail, ça fait partie des besoins de l'humanité, ça fait partie de l'inconscience évolutive de l'homme. L'homme doit comprendre ceci. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas parler avec les morts facilement, ça se comprend. Mais viendra un point où l'homme pourra parler avec les morts comme il parle avec les vivants. Et c'est très intéressant de parler avec les morts. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à parler avec les morts. Ils sont intéressants, mais ils ne peuvent pas me jouer de tour. Ils ne peuvent pas me jouer de tour. Pourquoi? Parce que je suis en fusion. Je vis ma relation avec mon esprit. Donc, je peux vivre l'expérience sur leur plan, je peux parler avec eux, mais je sais toujours plus que ce qu'ils peuvent m'enseigner. Pourquoi? Parce que je ne fais pas partie du monde astral. Je n'ai pas une conscience astrale, j'ai une conscience mentale. L'homme aura une conscience mentale.
Et lorsqu'il aura une conscience mentale, ce sera très intéressant, très facile pour lui de communiquer avec le monde de la mort, de parler avec ces entités, même de les soulager, ces entités, mais de ne jamais se faire englober par elles. Un mort qui va parler avec un vivant a un très grand pouvoir, parce qu'un vivant, c'est un naïf. Un vivant, c'est un être qui n'a pas sa lumière. Donc, il a quelle lumière? Il a la lumière astrale. C'est ça le danger de l'homme qui communique avec les plans. Il a une lumière astrale. Si l'homme avait sa propre lumière, sa propre intelligence, s'il véhiculait sa propre source, il pourrait parler avec les morts, il pourrait étudier le monde de la mort. Qu'est-ce que c'est le monde de la mort? Où ils sont situés? Qu'est-ce qu'il est? Ce type qui est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait toute une histoire. Il aurait accès, autrement dit, d'une façon consciente, aux archives akashiques de la mort. Mais l'homme n'est pas suffisamment dans son intelligence, il n'est pas suffisamment dans sa lumière. Donc, aussitôt qu'il communique avec ces plans subtils, il est assujetti par eux. S'il est moindrement spirituel, naïf, sensible, médiumnique, s'il n'a pas la conscience des principes de la conscience supramentale qui vient aujourd'hui se manifester sur la terre dans le monde, il est sans issue, il n'a pas la science, il n'a pas de science. L'homme a besoin d'une science fondamentale pour traiter avec le monde de la mort. Je n'ai pas d'objection à ce que les gens traitent avec la mort, parlent avec les morts, soit à travers les médiums ou soit directement par télépathie. Mais il faut que l'homme se protège contre ces entités, parce que ce sont des entités qui sont libres du corps matériel et qui sont régies par les forces lucifériennes. Les morts sont régis par les forces lucifériennes. L'homme comprendra ça un jour. Je ne parle pas des forces lucifériennes dans le sens canonique chrétien du terme. Je parle de forces qui représentent dans les plans invisibles des gouvernements invisibles. Ce sont des forces organisées, ce sont des forces puissantes, ce sont des intelligences très puissantes, ce sont des intelligences qui dominent le monde de la mort. Tous les morts sont contrôlés par les forces lucifériennes. Mais l'homme va dire, mais oui, comment ça se fait que les forces lucifériennes vont contrôler ou contrôlent le monde de la mort sur les hauts plans de l'astral? Et je répondrai, nous les hommes sur la terre, nous qui sommes des morts vivants, nous avons une conscience morale du terme luciférien. Le terme luciférien n'a rien à voir avec le mal dans le sens que nous comprenons sur le plan moral. Le terme luciférien dans le sens cosmique, le terme luciférien dans sa cosmogénèse, le terme luciférien dans sa plénitude créative, veut dire les forces qui descendent vers la matière. Donc les forces dans le cosmos qui descendent vers la matière instruisent les plans de vie de plus en plus des lois de la matière. Donc, le monde de la mort qui est entre le plan de la matière et entre les plans de la lumière est instruit par ces forces pour dominer l'esprit de l'homme, alors que les forces arimaniennes sont des sous-plans des forces lucifériennes, mais elles sont indépendantes des forces lucifériennes. Elles ont leur propre gouvernement et leur fonction, c'est de maintenir l'homme dans ou sous le pouvoir des forces de la matière, dont la science, aujourd'hui, représente le plus grand de leurs acquis. Donc, il y a deux niveaux de lutte dans l'homme. Il y a deux niveaux de domination. Il y a la domination de l'homme dans son esprit, ça c'est par les forces lucifériennes à travers le monde de la mort. Il y a les dominations de l'homme sur son ego, et ça se fait à travers la matière. Une fois que l'homme comprend ceci, la vie devient très facile à comprendre, parce que elle est simple dans sa composition, elle est simple dans son organisation, elle est occulte, oui, dans sa manifestation hiérarchique. Il est évident que les mondes invisibles à travers la galaxie sont immenses. L'univers est immense. Les intelligences qui dominent certaines sphères d'activité dans le cosmos sont absolument puissantes, mais l'homme, dans sa lumière, est absolument indivisible contre lui-même. Et c'est ça la conscience supramentale de la prochaine évolution. L'homme deviendra totalement indivisible contre lui-même. C'est-à-dire que les forces arimaniennes ne pourront pas utiliser la science de la matière pour détourner son regard de son esprit, et les forces occultes, astrales du monde de la mort ne pourront pas chuchoter à sa conscience par la voie intuitive ou par la voie télépathique ou par la voie médiumnique des idées qui ne conviennent pas à son intelligence. Donc l'homme sera libre. Il n'aura plus de libre arbitre, il sera libre. Le libre arbitre, ça fait partie de la concupiscence des forces astrales sur la terre. Le libre arbitre fait partie du plus grand voile imposé à une humanité qui a été souffrante depuis des millénaires, qui a été coupée de sa source depuis des millénaires. L'homme n'a pas besoin de libre arbitre, il est libre.
Mais il est libre dans la mesure où il a de la lumière. S'il n'a pas de la lumière, à ce moment-là, il a besoin de libre arbitre pour que, sur le plan égoïque, il puisse vivre une certaine équilibre entre le mental et l'ego. Sans ça, l'homme serait totalement un être dépressif. Donc, le libre arbitre, sur le plan de l'évolution, je l'accepte. Sur le plan de l'évolution, il disparaîtra, il sera remplacé par la liberté créative, cosmique et universelle de l'homme intégral. Si nous voulons parler de l'homme, aujourd'hui, nous sommes obligés de réaliser que l'homme est un mort vivant. Si nous parlons de la conscience de l'homme, aujourd'hui, nous sommes obligés de dire que la conscience de l'homme est manipulée par des plans, et que l'homme n'en est pas conscient, et que l'homme vit cette manipulation à son insu. Et c'est une des raisons pourquoi l'homme sur la Terre sent toujours une incapacité d'arriver à ses buts. Pourquoi l'homme n'est pas capable d'arriver à ses buts? Arriver à ses buts. Arriver à ses buts. Pourquoi l'homme n'est pas capable de tracer la trajectoire de sa vie? Pourquoi l'homme n'est pas capable de prendre en main sa destinée? Pourquoi l'homme, qui est un être noble, qui est un être de lumière, n'est pas capable d'aller dans sa vie là où il veut, là où il peut, là où il doit, selon la puissance de sa volonté créative et l'intérêt mental de sa conscience universelle? Pourquoi? Parce qu'il est constamment retardé par des forces astrales, à son insu, à travers l'illusion du libre arbitre. Mais si l'homme est coupé de sa source, de sa lumière, c'est suite à la révolte, à la rébellion luciférienne. Oui. Ça nous est bien indiqué. Oui. Donc c'est un ange déchu. Comment se fait-il qu'un ange déchu, donc qui n'a plus d'autorité, de pouvoir donner sur les hommes, vient se permettre de nous enseigner à nous les lois de la matière qui sommes dans la matière, et lui qui n'en est pas la matière? Un ange déchu, ou le concept que vous utilisez pour un concept que tout le monde connaît. Pour qualifier cette hiérarchie. Un être déchu a tous les pouvoirs sur un être ignorant. Je suis bien d'accord. Un être déchu a toute la compétence sur un être ignorant. Et l'humanité involutive, qui a été coupée de sa source, a été assujettie à cette déchéance. Parce que l'homme n'a jamais pu, de par lui-même, réaliser l'intégralité de sa conscience, parce que le temps n'était pas venu sur la terre pour que l'homme retourne à sa source, ce qui fait partie du mouvement de l'involution vers l'évolution. Aujourd'hui, alors que des hommes commencent à prendre conscience, alors que des hommes commencent à lutter contre les forces astrales de leur conscience involutive, nous avons graduellement une prise de conscience, nous avons une brisure du pouvoir de ces forces sur l'homme. C'est ça, la conscience supramentale. Dans la conscience supramentale, l'homme sera libre de ses forces, il revivra le contact avec sa source, il revivra le contact même télépathique avec sa source, donc il aura une intelligence instantanée de ce qui se passe dans le cosmos à tous les niveaux, il a une compréhension totale de la vie, et éventuellement, lorsque le temps sera venu pour l'expression de cette énergie dans le monde, l'homme aura une conscience intégrale des forces de la matière, et lorsque l'homme sera scientifique de la matière, au lieu de causer des dégâts dans le monde, il apprivoisera la matière, il donnera à la matière le taux vibratoire dont elle a besoin pour se soustraire des forces évolutives qui utilisent la gravité pour maintenir la matière à l'intérieur d'une certaine envoûtement matériel, psychique et sonore. L'homme utilisera la lumière pour faire éclater le son de l'atome. L'homme pourra donner à l'atome un son, autrement dit une vibration, de sorte que l'atome libérera volontairement son énergie et elle n'aura plus besoin d'être séparée, brisée, fracturée pour servir l'homme. Ceci fait partie de la science cosmique de l'avenir. Mais avant que l'homme puisse utiliser, travailler et ordonner à la matière, il faut qu'il puisse ordonner aux entités ou aux forces qui font partie de son inconscience involutive. Si l'homme n'en arrive pas à ordonner, à contrôler, à intégrer et amener sous son contrôle ses forces, il ne peut pas amener sous son contrôle d'autres forces qui régentent les lois matérielles, qui régentent les lois du monde de la plante, qui régentent les lois du monde de la conscience animale. Si l'homme n'est pas capable de contrôler sa propre conscience, s'il n'est pas capable de vivre de sa propre lumière, il ne peut pas dompter, utiliser créativement et assujettir d'une façon volontaire et intelligente et cosmique les royaumes qui sont inférieurs à sa conscience.
Donc, il est obligé automatiquement de s'assujettir à l'activité des forces riemanniennes à travers la science, qui fracture la matière, détruit le monde plantaire et assomme d'une façon très directe le monde animal, les abattoirs. L'homme est devenu un meurtrier de l'animal, il est devenu un destructeur de la plante, il est devenu un manipulateur de l'énergie atomique. L'homme est dans une situation d'expérience planétaire extrêmement difficile. Ils doivent avoir plus d'un tour dans leur sac. Et je lisais dernièrement des rapports d'ufologues, donc des personnes qui s'intéressent aux manifestations d'OVNI. Et ils en viennent de plus en plus à la constatation que les OVNI ont la même consistance, souvent, quelquefois, que les manifestations ectoplasmiques de fantômes. Mais un peu plus densifié, ça apparaît comme une espèce de gelée. On voit parfois au travers de l'OVNI ou parfois à travers de l'entité qui en débarque. Et que là, nous autres qu'on attend qu'ils viennent nous sauver, on va être dans de beaux draps demain matin, si c'est la même gang. Vous savez, je parle de mon expérience puisque nous finissons la conférence bientôt. Je me rappelle au début de mon expérience en 69, lorsque j'ai commencé à communiquer avec le plan mental, et pour moi c'était neuf, c'était nouveau, ainsi de suite, et je disais, jusqu'à quel point nous sommes ignorants, combien nous sommes ignorants. Et on me répondit, absolument. Et ça m'avait créé un choc. Parce que j'avais quand même une certaine éducation, j'avais certaines connaissances. J'avais passé des années à l'université. Et tout à coup, on se fait dire que l'homme sur la terre est absolument ignorant. Pas un petit peu, pas un grand peu, absolument ignorant. Et je n'ai jamais oublié cette communication. Et aujourd'hui, après avoir parlé pendant des années et des années, je suis fatigué de parler et je commence à écrire. Donc je vais écrire pendant des années et des années. Et je vous assure que j'ai un grand plaisir d'écrire, parce que quand j'écris, j'apprends beaucoup de choses, et je sais que les livres que je vais écrire dans les années à venir, plus je vais avancer, plus ces livres vont devenir occultes. Mais j'aurai préparé les masses lentement. Lentement, lentement, lentement. Il viendra le temps où l'homme pourra lire des choses qui, aujourd'hui, si elles étaient lues, seraient de la science-fiction démente. Le premier volume va sortir prochainement, là? Oui, le premier volume va sortir au mois de novembre, je ne sais pas, le 19, le 20 novembre. Et ensuite, l'autre, et 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 l'autre. C'est très facile d'écrire. Mais il faut que les hommes soient préparés, parce que je n'ai plus, je suis fatigué de parler, c'est très dur sur mes organes, c'est très dur sur mon cœur. Sur les miens aussi. Et j'ai parlé suffisamment pour laisser une mémoire auditive. J'ai parlé suffisamment pour que cette mémoire auditive, les gens puissent s'y habituer, ainsi de suite. Il y a suffisamment de gens maintenant qui sont capables de passer de l'écoute à la lecture. C'est une autre vibration. Et je regarde les livres, comment ils s'écrivent. Chaque chapitre se contient en lui-même. Vous pouvez lire n'importe où. Il n'y a pas de conclusion dans mes livres. C'est un monde ouvert. Et vous lisez un chapitre, c'est assez. Ça se tient. Et le livre est totalement prépersonnel. Il n'y a pas d'opinion personnelle dans le livre. Le livre n'est pas le mien. Je suis simplement l'intermédiaire. Mais je sais et je vois que je vais écrire des livres dans les années qui viennent qui seront à la mesure
de l'évolution de la conscience des gens. Je ne peux pas écrire avant le temps. Mais je peux écrire ou je pourrais écrire des livres dans la mesure où je sentirai qu'il y a un certain niveau de personnes suffisamment conscientisées pour lire ces livres et ne pas être affectées par eux, mais capables d'en bénéficier et de comprendre instantanément, parce que les gens comprendront instantanément ces livres, même s'ils sont extrêmement occultes. Les gens auront une certaine maturité dans le mental. Ils ne s'attacheront plus à la forme. Ils iront simplement à la vibration. Et à ce moment-là, j'aurai accompli, sur le plan matériel, ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, j'aurai donné finalement accès à une grande masse d'individus dans le monde, à une science qui ne se pense pas, à une science qui est universelle et qui fait partie de la conscience mentale de tous les hommes de la Terre, et qui sera, avec le temps, perçue, réalisée, dans les consciences individuelles de ces hommes. Et c'est pour cette raison que je suis obligé en public de toujours empêcher les gens de me prendre pour un maître. Je suis obligé de détruire cette forme, parce que cette forme fait partie de l'évolution. Et je sais que demain, chaque homme qui aura sa conscience, chaque homme qui entrera dans sa conscience, sera son propre maître. Donc les hommes nouveaux seront des maîtres. Les hommes nouveaux, autrement dit, auront maîtrisé l'énergie créative de leur mental. Ils auront assujetti l'égocentricité. Ils auront totalement neutralisé les forces astrales de leur conscience. Ils seront en étroite union avec leur source. Ils seront dans le secret de leur propre science. Donc tous les maîtres demain de la Terre, au cours de l'évolution de la 6e race racine, apporteront ensemble dans une conscience universalisée énormément de sciences à la Terre. Dans l'architecture, dans la musique, dans la science pure, dans la chimie, etc., etc. On peut donc en conclure que si vous écrivez plusieurs volumes, la fin du monde, c'est pas pour demain matin. Ça n'existe pas la fin du monde. Il y a la fin d'un cycle, il y a la fin d'un temps, il y a la fin d'une évolution, il y a la fin d'une histoire telle que nous la voyons, telle que nous la comprenons. Il y a la fin d'un mode de gouvernement. Une des choses qui ressortira de la transmutation de la conscience planétaire sera la reformulation de la science du gouvernement sur la Terre. Les gouvernements apprendront à modifier les paramètres qui constituent les valeurs fondamentales de leurs assises idéologiques. Les gouvernements apprendront à comprendre les lois des sociétés, non pas par rapport à des études sociologiques basées sur la mécanicité statistique de leur perception, mais sur l'engendrement créatif d'une volonté créative que les hommes d'État, les hommes politiques découvriront au fur et à mesure où ils réaliseront jusqu'à quel point ils avaient faussement misé dans leur effort volontaire et souvent de bonne foi de sauver l'humanité. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.